Bonsoir, auditrices et auditeurs de toutes contrées. Ce soir, nous partons à la rencontre de la lumière. Cette onde mystérieuse, si mystérieuse qu'on ne sait pas bien si elle est réellement une onde, une particule ou les deux à la fois. Ce qui ne l'empêche décidément pas d'avoir des comportements très particuliers lorsqu'elle entre en contact avec des objets du quotidien. Ce soir, Johan Mazoyer, notre brillant astrophysicien toujours aussi éblouissant, nous emmène voir la lumière sous un autre angle. Littéralement, puisqu'on va parler du phénomène de polarisation. Ça ne vous dit rien? Mais si, pensez à vos lunettes de soleil. Bon, de toute façon, vous êtes au bon endroit. Nous sommes le mercredi 16 septembre. Vous êtes bien sur Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission. Et nous avons un fantastique tour de table. Et nous allons commencer avec Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Ensuite, on a Pascal à la technique, près de Mulhouse. Salut tout le monde. On a Cléora depuis Perdue-Ville. Salut à tous. Nous avons Alexa qui brûle à Los Angeles. Salut tout le monde. On a Robin à Paris. Salut. Et on a Pierre Kerner depuis Paris aussi. Hello. Et puis bien sûr, on a Johan qui est aussi à Paris et qui nous fait le dossier de ce soir. Salut tout le monde. Du coup, vas-y, lance-toi. Parle-nous de polarisation. Alors, donc ce soir on parle de polarisation. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler et c'est absolument un enfer de vulgarisateur. C'est vraiment pas facile à expliquer. Et d'ailleurs, même pour les chercheurs, c'est pas évident non plus. Voilà. Donc, un collègue chercheur qui est un spécialiste français d'instrumentation optique pour l'astronomie le disait encore dernièrement, la polarisation, on devrait tous en faire plus, mais personne n'y comprend rien. Et la raison pour laquelle c'est un phénomène qui n'est pas intuitif, alors que c'est un phénomène classique, c'est pas un phénomène quantique, donc on pourrait se dire que quand c'est classique, c'est quand même nettement plus simple, c'est que il y a deux raisons. C'est que je pense que ça fait déjà intervenir la notion d'onde de la lumière, qui est souvent moins intuitif que à l'échelle macroscopique que quand on parle de notion de corpuscule. Donc je vais revenir sur toutes ces notions-là. Et puis il y a aussi le souci de la vision en 3D, en fait. C'est une notion qui ne marche pas si on fait que des ondes 2D. Et du coup, en fait, c'est compliqué pour tout le monde, en fait. Voilà. Et donc, je ne vais pas trop m'éterniser sur la notion physique en elle-même, parce qu'il n'y a pas de physicien ce soir et que du coup, ils vont arrêter de m'écouter si je fais ça. Et on va seulement donc on va aller rapidement, et après on va prendre 3 exemples qui utilisent la polarisation, dans 3 domaines que sont les lunettes, la biologie et l'astronomie. Et donc le titre de mon dossier est « Polarisation, la vie, l'univers et le reste », mais pas dans cet ordre. Donc je commence par une très rapide description du phénomène physique. Bon, j'avais dit très rapide, puis finalement ça fait quand même la moitié de mon dossier, je crois, parce que c'est compliqué. Donc il faut savoir que la lumière, donc comme on le disait dans l'intro, a des propriétés à la fois d'ondes et de particules. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Donc une onde, ça veut dire un comportement ondulatoire. C'est une onde, c'est comme une vague par exemple. Une vague, c'est une onde. C'est un truc qui donc quand on parle de l'onde, c'est la vague, c'est pas spécifiquement l'eau qui constitue la vague dont on parle. Les gouttes de la mer, en fait, elles restent au même endroit, en fait. Elles vont de haut en bas, et puis après, une fois que la vague est passée, elles ne bougent plus. Enfin, elles attendent la suivante. Voilà. Ce qu'on appelle la vague, en fait, c'est la propagation de la perturbation, de ce qu'on appelle, la vague et l'onde, du coup. C'est la propagation produisant sur son passage une variation des propriétés physiques du milieu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une onde. Donc voilà, la lumière a un comportement qui ressemble à une onde, c'est-à-dire qu'elle a une propagation d'une perturbation qui perturbe les propriétés physiques du milieu. Non, je t'interromps tout de suite, c'est comme si on pouvait dire que chaque molécule d'eau est comme un photon à l'intérieur de la lumière? Non, pas du tout. Voilà. Pardon, je vais venir au comportement corpusculaire. C'est une méconception assez fréquente, effectivement, de penser que en fait, le photon serait ces choses qui ondulent, en fait, dans la lumière.
de la même façon que les gouttes de la mer ondulent au moment du passage de la vague. En fait, non. En fait, c'est assez compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que la lumière a à la fois un comportement ondulatoire et corpusculaire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on entend parfois que l'onde est à la fois une onde et un corpuscule, et on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, et c'est pour ça que ça donne ce genre de méconception que Iré vient d'expliquer. Mais en fait, c'est pas une onde et c'est pas c'est pas un corpuscule. C'est un truc plus compliqué que ça, mais qui n'est compréhensible à notre niveau à notre niveau macroscopique avec selon les cas, comme si c'était une corpuscule, donc une petite balle d'une certaine énergie, et parfois une onde. Donc je vais essayer de l'approximer plus exactement. Donc vous avez littéralement en fait un objet qui est trop compliqué pour être compris à notre niveau. Et donc on l'approxime par deux concepts qui paraissent ne pas faire de sens. Pourquoi est-ce que c'est à la fois une onde et puis à la fois un truc localisé qui contiendrait de la matière qui contiendrait pas de la matière, mais qui est un truc localisé qui se déplace dans l'espace. Et en fait, l'analogie qu'on utilise souvent, c'est comme essayer de visualiser un objet 3D quand on voit seulement en 2D. Donc prenez par exemple une boîte de conserve, un cylindre. Si vous le regardez par le haut, le cylindre, vous allez voir un rond. Si vous le regardez par le côté, vous allez voir un Rectangle. Rectangle, parfait. Et donc là, vous avez un truc où si vous essayez d'observer une boîte de conserve en 3D, si vous essayez de l'observer en 2D, selon l'angle que vous allez utiliser pour le regarder, vous allez voir deux objets qui sont a priori incompatibles. C'est à la fois un rond et un triangle. Mais en fait, l'objet que vous cherchez, c'est ni un rond ni un triangle. C'est juste qu'une fois projeté à l'échelle sur une feuille 2D, ça a ces deux propriétés-là. Et en fait, c'est la même chose pour l'objet en fait quantique, qui a ses comportements d'ondes parfois et de particules parfois quand on le projette dans notre réalité macroscopique. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin en fait, c'est-à-dire que même une balle de ping-pong, par exemple, peut avoir un comportement ondulatoire en fait. Mais l'onde associée en fait à l'échelle macroscopique, en fait, elle est totalement, ça n'a plus de sens de considérer pour des gros objets comme ça. On considère plus que les objets comme des particules. Mais quand on descend plus petit avec des objets qui sont très très petits, là, on commence à voir les comportements ondulatoires. Et c'est là le premier problème, c'est justement ce que je vous dis, c'est qu'on est quand même vachement plus habitué au phénomène corpusculaire qu'ondulatoire à notre domaine, et du coup c'est aussi comme ça qu'on a du mal pour ça qu'on a du mal à comprendre la lumière. Donc par exemple, si je vous dis que la lumière c'est un paquet de petits grains d'énergie, et on peut par exemple assez comprendre que le soleil chauffe votre peau en imaginant des petits grains de lumière qui ont chacun une petite énergie et puis qui tapent votre peau en lui transmettant l'énergie, et donc ça fait, vous imaginez des petites balles de tennis qui arrivent et tac 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 qui tombent sur votre main. Et donc, il y a des tas de concepts physiques classiques et quantiques cachés derrière, mais ça paraît quand même vaguement intuitif, en fait. On imagine bien, effectivement, la lumière comme ça nous paraît intuitif, vaguement intuitif à notre niveau macroscopique. Et à contrario, en fait, les propriétés ondulatoires de la lumière sont souvent un peu plus bizarres, même si elles restent des propriétés classiques, même si on reste en dehors du quantique. Par exemple, si vous faites passer un faisceau laser au travers d'un petit trou, la tâche faite de l'autre côté du petit trou va être inversement proportionnelle à la taille du trou. Donc, ça veut dire que plus le trou est petit, plus la tâche est grande. Et ça, c'est pas... Alors, ça s'écrit sans trop de problèmes. Vous pouvez même faire des analogies avec les vagues. Ça marche aussi avec les vagues de l'océan, hein, mais c'est pas... C'est ça, on peut quand même l'observer, quoi. On peut l'observer, mais ça paraît pas super intuitif quand même non plus, quoi. Que plus l'entrée du port elle est petite, plus les vagues vont rentrer dans la baie. Enfin, plus les vagues vont se disperser dans la baie. Donc en gros, là, ce que tu veux dire, c'est comment on peut s'inspirer d'un phénomène naturel qui nous permettrait de voir ça avec les vagues dans je sais pas moi, justement, comme tu dis, dans la baie. Quel est je sais pas, est-ce que tu as un exemple concret dans lequel on verrait qu'en passant par une digue ou un truc comme ça, on a des vagues qui sont plus grandes derrière? Et donc ça, c'est pas plus grande, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que le faisceau de si vous faites l'entrée de la digue, donc vous imaginez une crique, oui, c'est ça, avec une petite entrée où vous pouvez faire changer la taille de l'entrée, et il y a des vagues qui arrivent, et en fait, plus la crique est petite, plus l'angle du faisceau en sortie sera grand, c'est-à-dire que les vagues vont se propager de plus en plus largement. Ah mais c'est comme le pchit de la cuisine, plus tu fais le trou petit et plus ça disperse l'eau quand ça sort, non? Plop.
Le pchit de la cuisine. Pardon, je suis pas sûr de. Alors, moi, regarde, par exemple, j'ai mon truc pour pouvoir arroser Gigi quand elle est passage. Voilà ça. Ouais. Tu vois? Exactement C'est ça, Pierre. C'est Le spray, un ouais. arrosoir à plantes, voilà, le spray. Un vaporisateur. Si j'ouvre le truc le plus large possible, le spray fait quelque chose de rectiligne, alors que si je le ferme plus, eh ben, ça fait un spray. Parce que ça pourrait être aussi un effet que quand tu diminues le trou, la pression augmente et que du coup, c'est la loi de Bernoulli et que du coup, tu as un débit constant, mais du coup, tu as. Stable ratio. Donc en Ouais. gros, on se base Plus si tu sur la diminues digue le trou, que- ça augmente la vitesse. Donc je suis pas sûr et c'est Ou l'effet pas bon. Venturi, non? Un truc comme ça aussi. Oui, c'est ça, effet Venturi. J'ai retenu des trucs de mes cours de prépa, je suis... Ok, donc très mauvaise analogie, je la referai plus. Donc je suis pas sûr, mais voilà. Mais donc du coup tout ça pour dire que, mais on va y aller doucement et du coup vous allez comprendre des propriétés d'onde de la lumière. Et donc justement pour les physiciens qui nous écoutent, cette partie va ressembler un peu à un jeu de tabou parce que je vais essayer donc de faire toucher le concept de polarisation sans dire les mots champ, électromagnétique ni propagation. Et je vais demander à Pascal de bien écouter cette partie et de buzzer s'il entend un de ces mots ou d'ailleurs tout autre gros mot physique. Ah, Voilà. pétard. Propagation. Ah, ça marche pas quand je Ça le fais, marche tiens. pas. Propagation. Est-ce que t'as bien noté les mots, Pascal? Attention. Hein. Donc quelles sont les caractéristiques d'une onde? Elle est électromagnétique. Non. Ah, elle l'a dit. Ça buzz là, ça buzz. Je crois qu'il y a une notion de propagation des ondes, non? C'est bien ce que je pensais. Donc vous imaginez une onde, une Mais alors, vague, pas du tout. En l'occurrence, là, moi, je suis assez perdue. Je n'arrive pas à l'imaginer, ton onde. une vague, voilà, une Voilà, vague qui une vague. se déplace. Bah justement, elle se déplace, c'est compliqué parce qu'en fait, le truc qui Bah se oui. déplace, c'est pas de la matière. Bah ouais, Non, c'est même pas non, des non, c'est photons. l'onde. Alors, c'est l'onde quoi? qui se, c'est l'onde qui se déplace. Mais c'est ce truc-là qui n'est pas c'est pas le déplacement de la matière. Donc je vous rappelle la définition que j'ai notée plus haut là pour être sûr d'avoir Ouais. précise. Voilà. C'est la propagation. C'est Sujet terrible, à ce voir. truc. Déplacement. C'est le déplacement d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Bon, mais ça veut rien dire du tout, ce truc. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'onde, c'est le déplacement d'une perturbation qui va modifier le milieu, une des caractéristiques du milieu à cet endroit-là. Mais il n'y a pas de déplacement de matière. Donc, dans le cas de la Ah. vague, ce que ça va modifier, c'est la hauteur de la goutte. Tout à fait. La Regarde. hauteur de la... C'est comme la force dans Star Wars. C'est pas la matière qui se propage. Tu vois, quand il fait bouger. Tu vois. Bah, peut-être que les analogies en géologie, elles sont mieux du coup, parce que genre si tu prends une bande de terre comme ça, tu vois bien les ondes verticales là, où c'est pas la terre qui se déplace, ça fait juste de haut en bas, et puis les ondes de compression où ça se déplace pas non plus, mais ça se comprime juste à des endroits. Et de la même façon, pour les ondes de son aussi, l'air ne se déplace pas, c'est l'air qui se compresse et qui se dilate en avançant. Ah pardon, en avançant pas justement, l'air ne bouge pas. C'est l'onde qui en avançant, fait se contracter et se dilater l'air, localement. Ah, je crois que j'ai compris, moi. Et quand on fait une hola, on change pas de siège. Quand on fait une hola, on change pas de siège. C'est C'est la bien, hauteur ça. de nos mains qui change. C'est bon, j'ai compris. Et mais c'est pas évident hein, parce qu'effectivement une onde c'est pas il y a pas de déplacement de matière, il y a pas de déplacement forcément du milieu qui. Alors attends, parce que tu dis qu'il n'y a pas de déplacement de matière, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de déplacement de matière selon l'axe de l'onde. Enfin, selon le déplacement de l'onde. Mais Selon la matière est quand direction même de déplacée propagation. localement. Non, mais pas propagation, j'ai fait exprès de ne pas le dire. C'est ça, il y a pas de matière dans cette direction-là, oui. Mais donc, il y a quand même un déplacement de matière, mais il est local. Il est pas selon la direction de propagation, oui. Ok, Enfin, selon la direction dans laquelle l'onde se déplace, oui. d'accord. Voilà. On y arrive. Mais c'est intéressant tout ça, du coup, on va. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut. Quelles sont les propriétés qu'on peut voir sur une vague? Comment est-ce qu'on pourrait déterminer, en fait, les propriétés
essayer de décrire la vague avec un minimum de paramètres possibles. La fréquence Combien et de la surfeurs il y a hauteur. dessus? La fréquence et la hauteur, bravo. Donc très bien, la hauteur, donc c'est ce qu'on va appeler l'amplitude d'une onde. Et la fréquence, c'est qu'on peut aussi appeler, qui est reliée à ce qu'on appelle la longueur d'onde, qui est grosso modo la longueur entre les deux crêtes de la vague. Et qui est reliée à la fréquence, qui est en gros, si vous chronométrez, combien il y a de vagues qui passent dans un certain temps, quoi. Voilà. Et la température? La température, tu peux avoir des... On s'en fout. On s'en fout, oui. Je vois pas... Ouais. Ça, c'est une température. Ça va plus être peut-être une composante du milieu dans lequel se propage l'onde, mais ça va pas être une composante de l'onde spécifiquement. Voilà. Et du coup, ça, ces deux propriétés, elles sont assez claires pour l'onde lumineuse. L'amplitude, c'est ça qui va être relié à l'intensité. Donc, c'est brillant ou pas. Et ça, c'est assez clair, voilà. Donc, l'onde qui nous parvient du Soleil ont des plus grandes amplitudes que les ondes qui nous parviennent d'une étoile, voilà. Et puis l'autre, la longueur d'onde, c'est ce que nos yeux interprètent comme les couleurs. C'est relié donc à l'énergie de l'onde lumineuse qui nous arrive dessus, voilà. Et est-ce que vous pensez du coup à une autre propriété et qui est pas facile à voir parce que du coup c'est là qu'on pense en 2D en fait. La longueur d'onde. La longueur d'onde, je viens de la dire, donc ça c'est la deuxième. La première c'est l'amplitude et il y a une troisième propriété auquel on pense pas forcément. Et donc, je vais prendre deux animaux qui se déplacent en ondulant. Le premier, c'est le serpent. Et le deuxième, c'est une chenille. Alors, la chenille ne se déplace pas exactement en ondulant, mais bon, on imagine qu'elle se déplace comme un serpent vertical, en gros. Voilà. Donc, vous les représentez bien dans votre tête et vous voyez qu'il y a une différence entre la façon dont ils ondulent. Le serpent, il va onduler de gauche à droite. Et la chenille, elle va plus ou moins onduler de haut en bas. Ou de bas en haut. Ou de bas en haut. Et pareil pour le serpent. Non, ça... par contre, elle se retourne pas, donc c'est pour ça que ça marche pas. Oui, puis il y a le sol aussi pour la chenille, donc c'est pour ça ici que c'est pas évident comme analogie. C'est une bonne analogie, mais c'est pas non plus une analogie parfaite. Mais cependant, il y en a, tu aurais pu utiliser, il y en a qui font ce mouvement-là. Le ver de terre Non, dans l'eau, en fait. Pour que ça fonctionne, il faut que... oui. Et donc, il y a certains vers qui ont ce mouvement ondulatoire dans l'eau. C'est ça. Il y en a qui le font verticalement et d'autres qui le font horizontalement. Exactement. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en fait, là, c'est une autre définition de cette onde, une autre propriété de cette onde-là, en fait, c'est si on se place face à la bestiole, quelle est la direction de son ondulation? Alors, c'est marrant parce qu'on parlait des ondes sismiques tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Tu en as des différentes directions. Et on appelle ça comment? La polarisation. Exactement, c'est la polarisation des ondes sismiques. Voilà, et du coup, c'est exactement ça qu'on veut dire, en fait, c'est on voit, par exemple, une vague, ça a une polarisation verticale, comme pas comme le serpent. Le serpent, il a une polarisation horizontale. Oui. Voilà, si on se met face à lui. Donc voilà, là, vous pouvez vaguement comprendre que quand même, si on se place avec ces deux animaux-là, on voit bien qu'ils ondulent tous les deux, mais ils ondulent pas exactement de la même façon. Et c'est là où ça devient compliqué. Donc la polarisation, donc, c'est la direction de l'ondulation lumineuse en fonction du temps. Et là où ça devient bizarre, et où ça devient vraiment assez difficile à imaginer de votre esprit, mais je vous demandais d'essayer, c'est qu'il n'y a aucune raison en fait que cette direction de l'onde reste la même en fonction du temps. Vous pouvez imaginer un serpent qui se met à onduler verticalement, puis horizontalement, puis verticalement, puis horizontalement, et qui continue comme ça. Et donc, à ce moment-là, vous verrez que cette direction de l'onde, c'est pas cette direction de l'onde, mais cette direction d'ondulation, elle va être on pourra, par exemple, si elle bouge comme ça et que la forme de cette direction forme un cercle, on parlera de polarisation circulaire. Bon, je ne vais pas trop en parler de la polarisation circulaire parce que ça fait un peu des nœuds à la tête, mais gardez-le en esprit. Imaginez un serpent qui se met à tourner, à onduler de gauche à droite, puis de haut en bas, puis de gauche à droite, et vaguement continuellement comme ça. Genre une chenille qui fait le tour de la branche, ça marche ou pas?
Je suis pas sûr. Une gymnaste qui fait de la GRS avec son ruban dans toutes les directions. C'est peut-être possible de le faire avec... Oui, je pense que c'est possible de le faire avec un gymnaste. Je vous conseille d'aller regarder. Il y a des gifs sur Internet qui le montrent, mais ça fait mal à la tête, en fait. C'est compliqué à le voir en 3D, en fait, parce que c'est pas évident. Mais au final, c'est pas impossible à imaginer, c'est juste que c'est compliqué à se le représenter. Mais si vous prenez... Idéalement, si vous le mettez juste face au serpent, dans ce cas-là, c'est assez simple, en fait. Vous voyez le truc... le serpent, vous avez l'impression qu'il va juste gauche-droite, et puis de temps en temps, il va au bas, et puis il commence à... On a l'impression que l'espace qu'il couvre avec ses mouvements, en fait, est un cercle. Donc, si vous le mettez vraiment face au serpent, ce qui va couvrir est assez simple, en fait. Mais si vous essayez de le regarder en 3D, ça va devenir un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, là, je vais essayer de maintenir, de juste considérer aujourd'hui polarisation, donc ce qu'on appelle les rectilignes. Donc, ils sont sur une seule droite. Donc, typiquement, serpent, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et chenille, au bas, au bas, au bas. Voilà. Et donc, pour tirer l'analogie un peu jusqu'à la corde, imaginez donc un trou dont proviendraient des serpents ou des chenilles. Ah non, mais ça heurte mon imagination, moi. Jusqu'à maintenant, ça allait, mais là, c'est... Non, là, ça fait trop. Les serpents, c'est trop, là. Imaginons qu'ils sortent totalement aléatoirement. Vous pouvez rien dire. Et donc, on va imaginer, par exemple, qu'on arrive à trouver un filtre qui stoppe tout ce qui n'a pas une ondulation verticale. On le met devant le trou et il laisse passer, du coup, que les chenilles. Et donc, vous imaginez, en fait, en mettant ce filtre-là, vous pouvez le faire tourner. Et vous pouvez considérer, par exemple, donc vous regardez combien il y a d'animaux qui sortent quand vous le mettez dans une direction, combien il y a d'animaux qui sortent quand vous le mettez dans l'autre direction. Et ça va vous donner en gros une orientation principale de la polarisation qui arrive. C'est-à-dire que c'est... est-ce que c'est principalement de la polarisation verticale? Est-ce que c'est principalement de la polarisation horizontale? Ou est-ce que c'est à peu près des trucs un peu aléatoires et qu'on n'en sait rien et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux? Voilà. Et, du coup, pardon, et si on a une polarisation qui tourne, comme tu disais, là, ça peut passer, mais en fait, après, ça va changer de direction. Si on a une polarisation qui tourne, en fait, ça va se décomposer avec ce filtre vertical-horizontal, ça va se décomposer selon ces trucs-là. Du coup, tu vas quand même avoir des choses intéressantes, mais ça va pas être aussi simple que juste. C'est ça, voilà. Mais du coup, je voulais pas trop parler de Ok. polarisation circulaire parce que c'est un peu c'est l'étape d'après et je voulais rester assez simple parce que c'est déjà compliqué. Voilà. Donc on va rester sur polarisation rectiligne dans voilà. Et donc en fait c'est donc là un filtre à polarisation. Voilà, c'est un truc qui laisse que passer les choses qui ondulent verticalement ou qui ne laisse que passer les choses qui ondulent horizontalement. Et après il y a des polarisations plus compliquées, il y a aussi des filtres du coup plus compliqués pour cette polarisation. Et donc voilà, en conclusion, la polarisation, donc c'est une onde électromagnétique, d'une onde électromagnétique, ça décrit la vibration du champ électrique dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Et comment ça marche un filtre de polarisation alors? Comment ça marche un filtre de polarisation? Du coup, je crois que c'est une sorte de réseau. Un réseau? C'est une sorte de réseau qui va avoir tendance en fait à éliminer en fait tout ce qui ne passe pas dans la direction où tu veux le mettre. Je suis pas totalement persuadé comment ça marche, j'aurais peut-être dû regarder. Mais c'est physique alors. Moi, je voyais ça comme un espèce de masque comme ça qui forcerait, qui obligerait juste les ondes qui passent dans la bonne direction à passer au travers. Il y a beaucoup de... Quand tu cherches, en fait, il y a beaucoup de trucs où ils te disent comment l'utiliser en photographie, mais ils te disent pas forcément exactement comment ils le fabriquent eux-mêmes. Voilà. Mon intuition est que c'est un réseau, en fait. Du coup, si tu fais un réseau vertical, tu vas avoir tendance à couper les polarisations qui sont horizontales. Voilà. Et donc, en pratique... Et donc, du coup, je vais pouvoir commencer à parler de lunettes, du coup, qui sont des lunettes... donc, je ne vais pas parler des lunettes de cinéma, mais au final, vous pouvez vous renseigner dessus. C'est aussi une polarisation dans un sens, une polarisation dans l'autre sens. Et du coup, on envoie la lumière différente, avec différentes polarisations, très légèrement décalée, la lumière. Et donc, c'est comme ça que marchent les lunettes de cinéma. Je ne vais pas y revenir. Il y a une très chouette vidéo de Tania Louis sur la question. Et du coup, je vais parler plutôt des lunettes juste de soleil polarisantes. Voilà. Et en fait, il faut aussi considérer que toute la lumière n'est pas polarisée, en fait. C'est-à-dire parce qu'en fait, quand on parle de lumière, on ne parle pas souvent d'une source seule d'onde, toute pure, toute belle, etc. Et c'est un peu comme la couleur, d'ailleurs. Par les lasers, normalement, la lumière, elle n'est pas parfaitement d'une couleur unique. La lumière, elle est composée de plein de couleurs différentes. Donc, elle est composée de toutes les ondes à tous les angles, donc, tu veux dire?
Bah, ça dépend, il y en a plus ou moins. Il y en a qui sont très, 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 très peu là et d'autres qui le sont beaucoup. Si vous avez une lumière rouge, par exemple, non laser, elle a quand même beaucoup d'ondes qui sont émises dans le rouge, mais c'est large, quoi. C'est Oui, mais plus ou c'est moins pas. large, cette... Mais alors, attends, mais c'est pas polarisé. C'est pas parce que c'est rouge que c'est polarisé, si? Ah non, non, là, pardon, on parle pas de polarisation. Ah, Je disais, d'accord, d'accord. c'est Ok. une autre Ah, des pardon. propriétés de la lumière où, en pratique, c'est rare qu'on ait c'est ça, c'est rare qu'on ait un signal pur. Au final, dans Ah. un truc, la plupart du temps, en fait, on a plein de couleurs différentes. Et bah, c'est la même chose, en fait, pour la plupart des ondes polarisées de l'espace. En fait, là, beaucoup d'ondes. La lumière qui nous paraît du Soleil, en fait, c'est un paquet de couleurs différentes. Et c'est aussi un paquet de polarisations différentes qui arrivent au même moment. Et du coup, on va appeler une lumière. On va dire qu'il y a une lumière est dite non polarisée si la polarisation de toutes les ondes qui la composent est un peu aléatoire. En gros, si vous mettez votre filtre à papillon devant, votre filtre à chenille et votre filtre à serpent, vous n'allez pas avoir de grosses différences si vous le tournez dans un sens ou dans l'autre. En gros, il y a à peu près le même nombre des deux côtés. Voilà. Par contre, si vous obtenez une énorme différence, c'est-à-dire que vous le tournez dans un sens, vous allez voir plein d'animaux qui sortent et vous le tournez dans l'autre sens, vous en voyez quasiment aucune, là, vous pouvez considérer qu'il y a une vraie polarisation de votre lumière. C'est-à-dire que la plupart des ondes qui débarquent ont une polarisation très spécifique, très particulière. Et en fait, d'une manière générale, un peu pour le sentir, ce qui va être un peu... ce qui génère de la lumière, plus ce qui réfléchit ou génère de la lumière est un peu bordélique ou aléatoire, moins la lumière va être polarisée. Et à l'opposé, ce qui est bien structuré, comme une surface bien plane ou alors un réseau que je disais tout à l'heure, un truc très avec des bandes très bien faites, etc., d'une direction particulière, ça va avoir tendance à plus polariser la lumière. Et parce qu'en fait, du coup, c'est la surface qui va impacter de manière homogène toutes les ondes qui lui parviennent et donc les réfléchir plus ou moins toutes de la même façon. Tu avais une question, Irène. Et du coup, quand on regarde de la lumière, est-ce que on peut voir qu'elle est polarisée ou non? Non. Et du coup, c'est dans la partie suivante sur la vie. Pardon. Là, je parle des lunettes. Et donc, par exemple, le Soleil est non polarisé. C'est très, très clair. La lumière des étoiles qui nous parviennent est non polarisée. Et en fait, la raison, vous pouvez vous en rendre compte assez vite, c'est que la lumière en fait, qui nous parvient d'une étoile, c'est totalement bordélique. Parce qu'en fait, la lumière met tellement de temps à s'échapper de l'étoile. On considère qu'un photon qui est produit au sein du Soleil, il va mettre entre 2 et 10 millions d'années à sortir du Soleil. Donc, ça veut dire qu'au même moment, deux ondes qui vous parviennent du Soleil, quasiment au même moment, potentiellement, en fait, elles ont été créées à deux endroits différents du Soleil à 1 million d'années d'écart. Voilà. Ah, carrément. 1 million d'années d'écart. Ouais. Ah ouais, je m'étais pas... Ouais. Ah donc, en fait, il y a... C'est en physique ce qu'on va appeler le mot de très décohérent. C'est pas du tout cohérent, ce qui va sortir du Soleil. Contrairement à un laser, qui là, à l'opposé, est très, très cohérent, où tout est produit de la même façon, au même moment, etc. Voilà. Et donc, les propriétés des ondes qui arrivent à notre œil sont extrêmement différentes en termes de couleur, en termes d'amplitude ou en termes de polarisation pour le Soleil. Il y a tout qui arrive, c'est le bordel. Voilà. Et à l'opposé, une réflexion sur une surface très plane, comme une surface d'eau, va être très polarisée. La surface de l'eau, c'est une sorte de filtre serpent, du coup, qui va seulement réfléchir les polarisations horizontales. Oui. Et donc, on arrive à notre premier exemple de la journée, les lunettes de soleil polarisées. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais faire de la pub, j'adore les lunettes de soleil polarisées. C'est un truc qui rend la vie vraiment plus belle. Et je vous conseille à tous d'en acheter. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que la lumière C'est une sorte de filtre chenille. Donc, c'est-à-dire que c'est un filtre vertical. Donc, en plus, bien sûr, il y a des filtres UV qui vont enlever les rayons qui vont être dangereux pour vos yeux, etc. Donc, un filtre chenille, on est d'accord, on ne voit plus que les chenilles. Un filtre chenille, on ne voit plus que les chenilles, c'est ça. D'accord. Du coup, qu'est-ce que ça va faire pour le soleil ? Il n'y a plus qu'une seule orientation de l'onde qui va atteindre nos yeux. C'est ça. Mais tu m'as dit qu'on ne le voyait pas. C'est ça. Du coup, ça va enlever la moitié de la lumière du soleil. Pas la moitié, non d'ailleurs, pardon, pas la moitié. Mais ça va enlever une partie, ça va enlever la partie de la lumière du soleil qui est polarisée verticalement. Mais donc, il va en rester encore beaucoup. Voilà. Par contre, ça va avoir un effet énorme, en fait, sur tout ce qui est, du coup, les serpents. Donc, les trucs qui arrivent totalement horizontaux. Donc ça, c'est toutes les réflexions sur des surfaces planes horizontales.
Du coup, bah, vous pouvez penser à les premiers à l'utiliser, enfin ceux qui utilisent beaucoup, ils en parlent, les lunettes polarisées, c'est les pêcheurs. Parce qu'en fait, du coup, bah, c'est assez magique, mais du coup, quand vous êtes dans une journée ensoleillée et que vous êtes devant la rivière, et ben vous mettez les lunettes et vous voyez le fond de l'eau, en fait. Parce que la surface devient la surface de l'eau qui réfléchit énormément de lumière et qui, du coup, est très visible quand vous le regardez en lumière non polarisée. Si vous mettez vos lunettes qui enlèvent tout ce qui est polarisation horizontale, et bah, du coup, ça disparaît. Et du coup, vous voyez le fond de l'eau et du coup, vous voyez les poissons. Moi, je comprends que ça élimine des ondes qui nous polluent la vision, mais alors j'ai pas compris pourquoi ça enlève celles qui sont réfléchies sur l'eau, quoi. Pourquoi on voit Parce le que celles fond qui sont réfléchies sur... Quand tu regardes la lumière en lumière non polarisée, tu vois celle... Imaginons que l'eau soit parfaitement transparente et que tu n'aies pas de poisson. Ouais, Ce que tu vois, c'est l'onde qui se réfléchit sur l'eau et puis qui revient sur toi, et l'onde qui va dans l'eau, qui se réfléchit au fond et qui te Ouais. revient à toi. ouais. Et il se trouve que l'eau qui va sur l'eau, comme l'eau est quelque chose d'assez très plat, ça va polariser la lumière et qui du coup, cette lumière-là va être extrêmement polarisée. Alors que sur le fond, bah, c'est plus compliqué parce qu'il y a des hauts et des bas. Enfin, le fond de la rivière, il est un peu plus bordélique. Du coup, la lumière cette première onde qui va arriver va être extrêmement polarisée horizontalement. Et c'est celle-là que tu vas faire disparaître avec ton filtre chenille dans tes lunettes, ton filtre vertical. D'accord. Par contre, la lumière qui va au fond, elle, bah, du coup, elle va pouvoir parvenir à tes yeux parce qu'elle est beaucoup moins, voire pas polarisée du tout. Donc c'est la surface de l'eau en fait qui est plane et qui fait qu'il y a beaucoup de lumière qui va être polarisée naturellement finalement. Oui. Et ça, nos lunettes polarisées permettent d'éliminer toutes ces ondes-là. C'est ça. D'accord. Et du coup, il y a Brusicor qui dit que c'est interdit dans les compétitions de pêche à cause de ça, justement. Ah bah je savais pas, tu vois, c'est du dopage de compétition de pêche. Comme quoi ça sert la polarisation. Et donc maintenant, bah, on passe... Et aussi, mais en fait, il y a des tas de choses en fait, que ça va retirer. Un truc, bah, c'est très agréable pour conduire avec. En fait, ça va retirer aussi une grosse partie de la réflexion sur la route, en fait, sur le bitume. Et du coup, ça va être assez agréable aussi à porter en ville d'une manière générale. En fait, ça fait disparaître une grosse partie de la lumière qui revient du sol vers vos yeux. À la montagne aussi, c'est une chose ça enlève pas mal de la lumière qui va se réfléchir sur la neige. Et donc en fait, c'est pour ça qu'en fait j'adore en fait, c'est que ça permet en fait d'uniformiser en fait la réflexion du soleil qui vous parvient en fait. Ça va supprimer les choses qui réfléchissent le mieux le soleil, donc l'eau, la neige, le bitume, etc. Et ça va du coup faire ressortir en fait, ça va faire augmenter le contraste de votre image. Vous allez mieux voir les arbres, vous allez mieux voir les découpages des arbres sur le ciel, parce que du coup le ciel aussi va être on va enlever une grosse partie, parce qu'il y a une grosse partie de la lumière du ciel qui est polarisée, qui va disparaître aussi. Et du coup ça fait ressortir le contraste de l'image. Et moi j'adore, j'ai l'impression que vous savez quand on dit là en photo qu'en fin de soirée, en plein milieu de journée, là il n'y a pas une belle lumière, parce qu'en fait il y a l'impression que le soleil écrase en fait la scène en fait que vous regardez. Et ben en fait c'est ça, c'est que c'est même pas tant le soleil qui écrase en fait, c'est aussi toutes les sources de réflexion partout, etc. qui fait que du coup il n'y a pas de belles ombres, il n'y a pas de belles voilà. Enfin bon, ça les ombres vous y pouvez rien si le soleil de toute façon il est en haut. Mais voilà. Et en fait du coup en polarisant la lumière, vous allez enlever toutes ces sources secondaires de réflexion. Et du coup, vous allez pouvoir faire ressortir les choses qui réfléchissent moins la lumière, qui sont la végétation, qui sont ces choses-là. Voilà. C'est comme atténuer une surexposition alors. C'est comme atténuer des réflexions, pas forcément une surexposition, parce qu'au final, le soleil, il reste, même en lumière polarisée, il reste très, 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 très brillant, et du coup, bah, vous le voyez encore beaucoup, mais ça va enlever toute une partie. Et, et du coup, bah, c'est pour ça que les photographes l'utilisent en fait pas mal. Vous utilisez un filtre polarisant que vous allez mettre devant votre appareil, qui va vous permettre de faire des belles photos, même en plein milieu d'après-midi, parce que justement, ça fait ressortir un peu le contraste de ce que vous observez. Les nuages aussi deviennent très beaux, parce que le ciel derrière, du coup, vient de moins lumineux, et du coup, il y a un plus gros contraste entre le ciel bleu et les nuages. Voilà. En plus,
Ouais. C'est marrant parce que effectivement, donc pour la pêche, je savais pas, mais je sais que pour le vélo, parfois, on déconseille même de les porter pour les compétitions de vélo parce que tu changes un peu aussi, du coup, des fois, les couleurs des trucs que tu vois et tout. Je sais que c'est ce qu'il nous disait aussi pour ça. Moi, par exemple, je déteste les lunettes polarisantes, en fait, par contre, parce que justement, ça me change trop, je trouve, la perception de ce que je vois par rapport au réel. Mais je pense que c'est vraiment, comme tu dis, un goût, quoi. Toi, tu préfères avoir une image plus nette sans les réflexions. Et moi, pour le coup, Plus contrasté, oui. ouais, moi, en montagne, typiquement, j'aime vraiment pas parce que j'ai l'impression que je vois pas la réalité, en fait. Mais l'effet, il est vraiment réel, quoi. Tu vois vraiment la différence de façon forte, quoi, je trouve. Voilà. Et du coup, c'est super rigolo parce qu'en plus, en tournant la tête, ça fait légèrement bouger la scène parce que du Ouais, coup, vous faites tourner votre filtre serpent vers un filtre chenille, votre filtre chenille vers un filtre serpent. Et du ouais, coup, en fait, si vous les gens qui ont des lunettes polarisées, souvent vous allez les voir triper un peu dans la rue, un peu tourner la tête un peu à droite parce qu'ils voient que ça ouais. fait changer la. Voilà. C'est pas qu'ils sont sous LSD, c'est qu'ils ont des lunettes polarisées. D'ailleurs, si tu regardes la mer, je crois, et que tu tournes tes lunettes, en fait, tu les regardes, tu les portes pas sur ton nez, mais tu les portes à bout de bras et tu tournes tes lunettes, tu vois différemment, c'est ça? Parfaitement sur la mer, ça marche. Et en plus, il y a des effets, donc tu disais, de changement un petit peu de couleur. Donc, je vais pas rentrer dedans, c'est des effets qu'on appelle d'irisation, qui fait qu'en gros, il y a des effets couplés de polarisation et de chromatique, qui fait que du coup, ça fait parfois aussi apparaître des jolies couleurs Mm. sur certains endroits, et que vous avez l'impression que ça le fait sur les carrosseries des voitures. Je sais pas trop pourquoi. Moi, et du coup, là, tu te retrouves à faire des mouvements de tête devant devant la voiture. En tout cas, moi. Mais bon. Voilà. Et du coup, j'en viens à la question de Irène. Est-ce que nos yeux sont polarisés? Est-ce qu'on pourrait se passer de lunettes polarisées? Et en fait, non. En fait, nos yeux ne détectent pas la polarisation. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les espèces? Et en fait, non, c'est pas le cas. Comme d'habitude, nos yeux sont assez pourris et le reste du règne animal peut faire mieux. Voilà. Donc je vous reporte déjà un épisode qui nous avait fait Topo, c'était une chronique je crois, sur la façon dont les animaux voyaient la nature, où il avait principalement parlé de couleurs, mais voilà. Il y a d'ailleurs aussi un épisode très récent de Dirty Biology où il parle beaucoup de ça aussi, sur la façon dont ce qu'il y a dans nos yeux en fait vont détecter d'une couleur et qu'est-ce que ça veut dire. Mais donc ça, la couleur, encore une fois, donc c'est pas la même propriété de l'onde. La couleur, c'est la distance entre les deux crêtes de la vague. La polarisation, c'est la direction de l'ondulation, la direction d'ondulation. Voilà. Et donc, une des explications au fait qu'il y ait beaucoup d'animaux qui détectent la polarisation, c'est que cette polarisation, du coup, permet de détecter des surfaces planes, donc par exemple de l'eau. Donc ça, c'est une des explications qui est expliquée. Donc pas mal d'oiseaux ont des effets de polarisation, comme les pigeons. Il y a aussi les abeilles, je crois. Et je crois que, je parle sous contrôle des biologistes, mais je crois qu'il y a aussi dans beaucoup de cas, c'est pas forcément évident de savoir exactement pourquoi est-ce qu'ils sont ces éléments de polarisation. Donc je vais y venir après à quelques exemples spécifiques, mais c'est vrai que ça paraît un peu exceptionnel. On se dit comment ça se fait qu'ils détectent ce genre de choses alors que nous, on n'y arrive pas, et que et ça paraît en fait une propriété compliquée en fait à décrire à trouver pour l'évolution. Mais en fait, si on y réfléchit, en fait, nos yeux, donc le signal lumineux, c'est un truc quasiment, détecter les ondes détecter la lumière, c'est un truc que quasiment tous les animaux ont pour analyser leur environnement. Et si on y pense, en fait, c'est toutes les propriétés de cette onde qui nous parviennent peuvent être analysées et le sont. Et si on y réfléchit, en fait, on arrive à détecter un truc qu'on interprète en couleur, mais qui est une sorte de l'énergie de l'onde qui nous parvient. On arrive à en dire que c'est de la couleur. Et donc, en fait, c'est ça. On a un détecteur en fait à l'intérieur de notre œil qui calcule la fréquence de l'onde qui arrive. Et déjà, rien que ça, c'est exceptionnel en fait. Et l'amplitude de l'onde, on y arrive aussi très bien. Vous êtes capable, quand vous voyez deux étoiles, vous êtes capable très facilement de dire s'il y en a une qui est plus brillante que l'autre, par exemple. Enfin, très facilement, pas forcément très facilement, mais s'il y a une grosse différence de brillante, vous pouvez le voir. Mais ça aussi, notre œil est limité. Par exemple, si deux étoiles elles sont proches en luminosité, vous n'êtes pas forcément capable de dire laquelle est la plus brillante, parce que vous n'avez pas forcément une sensibilité assez petite aux différences, en fait. On voit aussi, par exemple, qu'il y a une saturation, par exemple, sur l'amplitude. Si je vous demande quelle partie du Soleil est la plus brillante,
Bah, Bah, ça va on être peut pas compliqué de dire. le faire à l'œil nu parce que vous regardez le soleil, c'est saturé partout en fait. Vous avez l'impression, enfin, le faites pas hein, parce que vous allez vous cramer l'œil, mais tout est saturé en fait. Et même d'ailleurs aussi les valeurs les plus inférieures en fait. Il y a des parties de notre œil qui sont plus sensibles à des très très basses variations de lumière que d'autres. Donc des parties de notre œil qui sont plus sensibles à la partie amplitude de l'onde, qui sont les bâtonnets. Alors que les cônes sont moins sensibles à cette partie amplitude, ils arrivent moins à détecter des signaux très faibles. Par contre, ils sont beaucoup plus sensibles à la partie couleur, à la Alors partie non, non, spectrale. non, c'est pas ça. C'est en fait les cônes, t'en as chez l'homme, t'en as 3 différents qui te permettent de discriminer les couleurs. Chacun ayant un seuil de détection de couleurs enfin voilà, par exemple, tu as des cônes bleus, des cônes rouges et des cônes verts, et chacun a sa sensibilité spectrale préférée, et comme tu en as plusieurs, tu discrimines plus ou moins. Les oiseaux, certains en ont 4 justement, dont un dans l'UV qui permet de discriminer encore plus. Et la différence en fait entre les bâtonnets et les cônes, c'est que les cônes sont sensibles à la lumière de forte intensité et les bâtonnets de faible intensité. Et si on voit en noir et blanc la nuit, en fait, dans une faible intensité, c'est parce qu'on n'a qu'un seul type de bâtonnet. Donc voilà. Et ensuite, le seuil de détection des bâtonnets va dépendre des espèces. Les chauves-souris, par exemple, sont censées avoir des cônes qui sont... elles peuvent être bleachées plus facilement, justement. Leurs cônes sont bleachés plus facilement que nous, et leurs bâtonnets sont censés aller plus loin dans l'intensité faible, par exemple. Donc, Ce qui n'est pas étonnant pour des animaux qui vivent de nuit, au final. Voilà, ce qui n'est pas étonnant pour des animaux qui vivent de nuit. Du coup, tu as vraiment, chez les mammifères en tout cas, et chez pas mal d'espèces, cette dualité entre les cônes pour la journée, les bâtonnets pour la nuit, et une espèce d'activation hybride de tout le monde pour les lumières un peu intermédiaires. Et voilà, donc on a plutôt 2 types de récepteurs suivant l'intensité, et ensuite tu en ajoutes plus ou moins, et je crois que tu vas parler après des 12 types de photopigments chez quelqu'un d'autre pour la discrimination des couleurs. Et du coup, mais voilà, mais on voit très bien clairement du coup qu'il y a des détecteurs qui sont forte intensité, basse intensité, et puis d'autres détecteurs qui sont certaines couleurs et pas d'autres, et du coup en les combinant, on peut réussir, voilà. Donc en combinant du coup 4 types de récepteurs finalement, 3 types de cônes et un type de bâtonnet, on arrive à détecter au moins 2 propriétés de l'onde sur un certain range, donc sur une certaine taille. Donc on a une propriété donc, qui nous permet de détecter de la dynamique, donc on n'arrive pas très bien à détecter les lumières très, très faibles, mais on arrive mieux à détecter les lumières très fortes, et aussi sur un certain range qu'on appelle la lumière visible, mais quand on dit la lumière visible, c'est par nous, il y a des espèces qui ont d'autres types de photorécepteurs qui arrivent à détecter d'autres types de lumière. Il y a des espèces qui arrivent à détecter l'UV, par exemple, ce dont on n'arrive pas. Voilà. Oui, j'ai entendu dire que nos yeux peuvent détecter un seul photon. C'est vrai ça? Non. Il y a des caméras qui arrivent. Maintenant, on commence à arriver avec des caméras extrêmement sensibles. Donc, c'est quoi le minimum que peut détecter l'œil humain, en fait? Je ne sais pas quelle est la lumière minimum qu'on peut détecter, mais je suis persuadé que ça se trouve à peu près assez facilement. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas détecter un seul photon. Voilà. Je suis persuadé que c'est plus haut. Voilà. D'accord. Mais ça se voit assez bien. Voilà, quand tu essayes de regarder le ciel, tu vas voir très bien que tu n'arriveras pas à détecter des étoiles que tu n'arrives pas à voir, en fait. Non, mais ouais, effectivement, mais tu n'es pas dans le noir complet non plus, en fait. Oui, alors là, du coup, c'est que ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, c'est que tu as peut-être le bruit. Autrement dit, si tu te trouves dans une pièce complètement noire, mais vraiment noire, et que quelqu'un envoie un photon sur ta rétine, est-ce que tu vas le détecter? Je suis quasiment sûr que non. Je suis persuadé qu'il y a un seuil minimum en dessous de laquelle tu détectes quelque chose. Alors en fait, apparemment, ça dépend quand même des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, bon, comme souvent, hein. Et il y a des études qui tendraient à montrer, je crois, qu'on pourrait distinguer un seul photon, mais c'est hyper discuté. Donc, à prendre avec des pincettes quand même. D'accord. Bon. Ok, bon. À creuser. D'accord. Ok. Bon, tu vois, ça me paraît bizarre en fait, parce que c'est des détecteurs extrêmement compliqués pour détecter ça, mais.
C'est la perception est compliquée, j'imagine, hein, aller reconstituer une image, etc. Mais peut-être que la simple sensibilité est peut-être très basse. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, là on a parlé pas mal d'amplitude donc d'amplitude de l'onde et de longueur d'onde de l'onde. Donc c'est deux des propriétés de l'onde que je vous ai dit. Donc nous on est assez bien capable en fait de voir, de comprendre et d'intuiter et de détecter sur une gamme particulière. Mais du coup, voilà, il y a une troisième propriété de l'onde, comme je vous l'ai expliqué, qui est la polarisation. Et c'est pas étonnant au final que d'autres espèces finalement l'ont utilisée, parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, la lumière est un des signaux en fait que quasiment toutes les espèces vivantes en fait vont utiliser pour s'orienter dans l'espace, détecter des prédateurs ou de la nourriture dans l'environnement qui nous entoure. Donc, l'idée, c'est d'utiliser toutes les propriétés à votre disposition et donc aussi la polarisation. En particulier, d'ailleurs, dans des espaces sous-marins, dans un environnement sous-marin où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière et où l'eau a tendance à diffuser énormément et donc à polariser énormément la lumière qui le traverse. Voilà. Et bien sûr, la championne dans tout ce qui est yeux et la squille, je crois, ou la crevette menthe. Donc vous en avez sans doute déjà entendu parler pour ces 12 types de photopigments, alors que les humains n'en ont que 3. Et donc les crevettes mangues, donc c'est menthe. Donc, et puis en plus, elles ont des pinces qui permettent de découper des coquilles de bigorneaux à la vitesse de l'éclair. Donc ces bestioles qui sont déjà avec des yeux assez perturbants sur le nombre de photorécepteurs qu'ils ont, de photopigments qu'ils ont, sont aussi des espèces qui sont capables du coup de détecter la polarisation. Et alors, ils n'ont pas seulement 2 polarisations comme vos lunettes, là, de polarisation serpent-chenille. Ils sont capables de détecter 6 types de polarisation. Donc, horizontale, verticale, les 2 en diagonale, et même des polarisations circulaires. Attends, mais c'est quoi une polarisation circulaire ? J'en ai un petit peu parlé au début. C'est comme si tu te places face au déplacement de l'onde, tu regardes le serpent comme si tu étais en face. Une polarisation circulaire, c'est une chose dont la direction la direction de l'ondulation change en fonction du temps, et où ça va décrire un cercle dans le plan perpendiculaire à la direction de l'onde. Oui. Voilà. C'est comme le ruban de GRS. C'est comme je crois, je suis pas totalement sûr sur le ruban de GRS en fait, parce que là il y a quand même un mouvement du ruban. C'est comme, je pense que c'est possible de faire le mouvement, cela dit, mais la chenille qui tourne autour de sa branche. La chenille qui tourne autour de sa branche. Il faudrait que je réfléchisse à la question. Mais sinon, il y a des tas de gifs sur Internet pour regarder. On voit ce qui se passe, mais c'est difficile à décrire. Ça ressemble à un ruban de GRS. Voilà. Donc à ce jour, c'est les seuls animaux connus qui sont capables de détecter de la polarisation circulaire. Et il est encore un peu trop tôt pour comprendre quel est l'usage de toutes ces polarisations par la crevette menthe. Et en fait, il y a une vidéo qui a été faite, qui est très marrante en fait, où ils ont fait une caméra en fait avec toutes ces différentes sortes de polarisation, et en fait, ils ont essayé de reproduire grosso modo ce que voyait la crevette en polarisation. Voilà. Donc, ils filment des animaux sous l'eau, et puis ils disent, voilà à quoi ça ressemble si vous le regardez sous l'angle de la polarisation. Voilà. Et donc on voit effectivement que ça fait ressortir les mouvements en fait des créatures assez bien en fait, parce que vous voyez, imaginez que ça se réfléchit sur le dos du poisson, puis que le poisson se met à tourner, et du coup ça va changer l'angle de la polarisation, de la réflexion, et du coup ça va changer ce truc là. C'est assez rigolo à regarder, donc je vous la conseille. Voilà. Et aussi donc ce qu'on a observé récemment, c'est que ça changeait en fait, ça les aidait en fait à s'orienter en fait sous l'eau. Donc en fait c'est le même phénomène que j'expliquais. Finalement je l'ai sauté, donc je l'ai pas expliqué. C'est le phénomène donc en fait qui était que si vous regardez dans le ciel, plus vous regardez face au soleil, moins la lumière va être polarisée, et plus vous allez regarder loin du soleil, la lumière va être diffusée par le ciel et va faire un angle important entre vous et le soleil. Si vous regardez, ça peut aller jusqu'à 90 degrés, donc le soleil émet, ça touche un endroit de l'atmosphère et ça va diffuser dans votre sens, très loin du soleil. Donc ça, c'est l'endroit où ça va être le maximum de polarisation. Et
Et du coup, bah, vous avez la même chose dans l'eau. Et donc, en fait, si vous regardez l'eau à travers avec un filtre polarisé, vous allez voir en fait un dégradé de polarisation. Plus c'est loin du soleil, plus c'est polarisé. Plus c'est proche du soleil, moins c'est polarisé. Voilà. Et donc, bah, pour tester cette hypothèse, est-ce que c'est comme ça qu'elle fait vraiment pour s'orienter est-ce qu'elle utilise vraiment le soleil pour s'orienter dans l'eau? Du coup, bah, ils ont fait des chercheurs sadiques qui ont mis des crevettes menthes sur des plateaux qui tournent. Donc le terrier et la bouffe, donc le terrier il bouge pas, mais le plateau, la bouffe est mise sur un plateau qui, au moment où la crevette a attrapé la bouffe, le plateau se met à tourner dans l'autre sens à 180 degrés. Donc en fait, le chemin qu'elle doit prendre est plus le même que celui qu'elle a à l'entrée, enfin n'est plus la même orientation. Et en fait, et puis aussi, donc, et puis ils se sont aperçus que du coup, ils arrivaient plutôt bien à se retrouver en suivant le soleil. Et puis ils ont aussi fait des pièges en cachant le soleil. Et puis en le faisant des miroirs de manière à ce qu'on ait l'impression que le soleil arrive dans l'autre sens. Et du coup, bah, ça, effectivement, ça fait bugger les crevettes. Quand le soleil est à l'opposé, bah, du coup, elles se paument. Il faut être créatif quand même pour imaginer ça, hein. Franchement. Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et ce qui est super intéressant, c'est que si nous aussi, on détecte pas nécessairement la polarisation avec notre œil, c'est que l'œil des crevettes et d'autres animaux, d'ailleurs, d'autres crustacés ou insectes qui détectent la polarisation est très différent du nôtre du point de vue de sa structure. Et on pense que c'est notamment ça qui permet à ces animaux de détecter la polarisation plus efficacement. Elles ont des yeux à facettes et donc on imagine que c'est bien plus facile avec ce type, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'avoir un angle, de pouvoir détecter les angles de la lumière que le nôtre, où finalement on a une structure très différente, où la lumière va être concentrée, notamment au niveau du cristallin. Donc on pense que c'est justement ces différences de structure qui permettent ça, ce qui, encore une fois, montre que la vie, c'est quand même assez impressionnant, étant donné qu'on a une réelle adaptation à ce que l'animal va faire à son mode de vie, à l'environnement. Pas toujours, évidemment, mais dans certains cas. Et ici, au niveau de la structure de l'œil. Et du coup, bah, un truc, moi, je n'étais pas totalement sûr, je n'ai pas vraiment réussi à trouver la question, peut-être la réponse, peut-être tu l'as, c'est est-ce que finalement, ces espèces-là sous-marines ont beaucoup de polarisation parce que le soleil est loin, et du coup, il y a moins de lumière? Est-ce que le fait qu'on ait... Alors, ce qui est avancé comme critère, c'est que c'est souvent pour les espèces qui sont plus, tu sais, qui naviguent entre la surface et les fonds marins, justement. On pense que pas mal d'espèces qui naviguent entre les deux, certaines crevettes qui sortent un peu de l'eau et qui rentrent dedans, ont ça, justement parce que ça les aide à s'orienter de cette façon-là. On pense aussi que des espèces qui sont dans les fonds marins, parfois où tu as peu de lumière, en fait, pouvoir avoir la polarisation, ça va pouvoir aider à s'orienter plus efficacement. Mais tout ça, c'est pas mal d'arguments, si tu veux, qui sont très... qui sont un peu des arguments a posteriori, quoi. On identifie ça et on se dit, ah bah tiens, ça peut leur permettre de s'orienter, étant donné du mode de vie, etc. On n'a pas, disons, de lien direct que c'est ça, quoi. Oui, et je pense que du coup, il doit y avoir un peu d'anthropomorphisme là-dedans, au sens où comme nous, on détecte pas la polarisation, je pense qu'on a du mal à imaginer à quoi la polarisation peut servir, alors que je pense on a plein d'idées à quoi la couleur peut servir, je pense. Oui, alors effectivement, souvent dans ces interprétations, si tu veux, typiquement dans un papier scientifique, on identifie le phénomène et après il y a la discussion, on est expliqué. Alors après, c'est plus ou moins spéculatif. Et surtout, finalement, ces études sur la vision des crustacés et d'espèces qui sont un peu plus loin des vertébrés, en tout cas, c'est des études qui sont souvent assez récentes, hein. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont possibles, qu'on peut étudier maintenant de mieux en mieux avec les techniques qu'on a, etc. Mais c'est quand même un domaine qui est relativement récent. Donc, voilà. Je pense que dans les années à venir, on aura de plus en plus de réponses face à ça. Et surtout, on aura plus d'espèces aussi qu'on étudie. Donc, on pourra comparer. Très bien. Et ben donc, il nous reste la dernière partie de notre question de ce soir. Donc, je vous avais promis la vie, l'univers et le reste. Donc, on a fait la vie, on a fait le reste. Et maintenant, il nous reste l'univers. Voilà. Et donc, je voulais donc dire effectivement que la lumière, c'est pour le coup là, alors, à l'exception faite des ondes gravitationnelles qui viennent détecter, les ondes gravitationnelles ne sont pas des ondes lumineuses, mais sont des ondes qui ont quand même une polarisation. Même si je ne crois pas qu'on l'ait encore détecté pour le moment, on détecte principalement. Mais du coup, voilà, donc ne parlons pas des ondes gravitationnelles, mais qui sont du coup détectées pour la première fois depuis
quelques 2015, voilà. Mais donc sinon, tout ce qu'on sait de l'espace avant ça, c'est intégralement dû en fait à la lumière. En fait, c'est l'onde lumineuse. Donc tout d'abord, il y a l'intensité. Donc ça, si l'intensité de l'amplitude de la lumière, ça va vous donner si un objet il est brillant ou pas, ou si vous connaissez sa distance précisément, et ça va vous donner sa luminosité. Et si vous connaissez sa luminosité précisément, ça va vous donner sa distance, par exemple. La longueur d'onde, c'est à peu près avec ça qu'on a fait toute l'astrophysique depuis le 19e siècle. Depuis qu'on a découvert qu'il y avait des longueurs d'onde, on a regardé l'espace avec et on s'est aperçu qu'en fait, il y a des tas de choses qui se voient en dehors du spectre visible. Et ça va vous donner des tas d'informations sur la température des objets observés, leur composition, et des tas de choses comme ça. Donc en fait, on utilise énormément ces deux informations sur l'onde. Voilà. Et le troisième propriété que je vous ai dit, c'est la polarisation. Et ça aussi, on l'utilise. Voilà. Et l'argument principal, c'est ce que je vous disais, c'est que la lumière des étoiles n'est pas polarisée, n'a pas de polarisation particulière. Du fait que les étoiles soient tellement bordéliques dans leur façon de produire de la lumière, bon, c'est des gros guillemets, ça va avoir tendance à créer des lumières qui sont très peu polarisées. Or, c'est l'énorme majorité de la lumière qui nous parvient de l'univers. Toutes les étoiles, toutes les galaxies, etc. Et donc, du coup, ça va vous donner en fait accès au reste, en fait, la lumière polarisée. Et c'est intéressant parce que le reste, en fait, est beaucoup moins lumineux, beaucoup plus difficile à détecter directement. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la lumière polarisée. Parce qu'en effet, je vous ai dit, tout ce qui est réflexion ou diffusion de la lumière a tendance à polariser la lumière. Et donc, en regardant spécifiquement la lumière polarisée, on va pouvoir masquer un peu la lumière de l'étoile pour pouvoir observer ce qu'il y a entre les étoiles finalement. Et donc je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent, c'est la meilleure façon de détecter les disques protoplanétaires, c'est-à-dire la poussière qui se trouve autour des étoiles au moment où les planètes se forment. Donc vous allez observer la lumière en faisant en quelque sorte tourner un polariseur, donc observer toutes les différentes polarisations autour d'une étoile. Tout ce qui est en commun dans les images, c'est en gros ce qui est non polarisé. C'est que vous l'avez, quelle que soit la polarisation, vous l'avez. Ça, c'est l'étoile. Par contre, ce qui apparaît que sur certaines images, ça, c'est ce qui est vraiment polarisé. Et donc, comme ça, vous allez réussir à séparer la lumière de l'étoile de la lumière du reste. Même si le reste est beaucoup moins lumineux, elle a une propriété, l'onde qui nous en parvient, une propriété très particulière qui est une propriété de polarisation. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'on est capable de détecter littéralement des grains de poussière au voisinage des étoiles. Donc des rapports de luminosité énormes, et pourtant on arrive à les détecter, et de comprendre ainsi la formation planétaire. Et je vous renvoie, donc il y a plusieurs magnifiques images. Vous tapez lumière polarisée disque protoplanétaire sur Google, et vous allez avoir des images absolument fantastiques qu'on arrive à obtenir avec des structures, des spirales, etc., qui sont dues à qu'on pense qu'ils sont dues au fait que les planètes sont en train de se former dans ce nuage de gaz et de gaz et de poussière, et du coup former ces structures particulières. Je vous renvoie à mon épisode sur Naissance d'une planète que j'ai fait il y a 1 an. Voilà. Mais il n'y a pas qu'autour des étoiles qu'il y a de la poussière. Il y a aussi l'espace entre les étoiles, qu'on appelle le milieu interstellaire. Et le satellite Planck a fait ce même travail en fait d'observer la lumière polarisée, mais pas seulement autour d'une étoile en particulier, dans tout le ciel à la fois en fait. Ce qui a permis de la même façon du coup d'effacer la lumière stellaire qui nous parvient directement, et de conserver en fait qu'une toute petite de la lumière qui est polarisée, et en fait du coup de situer où est la poussière dans notre galaxie. Et ça en fait ça paraît assez insignifiant de détecter des petits grains de poussière, mais en fait ça a une importance énorme pour tout le reste de l'astronomie, parce qu'en fait la poussière, c'est ce qui est entre si on observe une galaxie lointaine, si on observe une étoile qui est un peu loin, et c'est beaucoup plus brillant, donc on a l'impression de voir que ça. Mais en fait, il y a un paquet de choses qui sont dans ce qu'on appelle la ligne de visée entre nous et l'étoile. Il y a un paquet de choses qui sont un peu invisibles, mais qui vont quand même avoir une petite contribution à certains moments, et qui est la poussière. Et donc en fait, mesurer la poussière dans la galaxie, c'est réévaluer en fait quel est le pourcentage, réévaluer toutes les mesures qui sont faites sur des longues distances. Et d'ailleurs, il y a un prix Nobel qui a été annulé, qui a échappé à un chercheur à cause de ça. C'est l'expérience BICEP 2 qui était au pôle Sud, qui avait annoncé en 2014 la détection d'une onde gravitationnelle
issus de l'univers primordial. Et donc, c'était une détection avant la détection des ondes gravitationnelles en 2015 avec LIGO, qui a valu le prix Nobel en 2017 à 3 chercheurs. Et en fait, cette découverte en 2014 par cette expérience au pôle Sud, en fait, a été invalidée par cette carte de polarisation, par cette carte de polarisation de Planck. Du coup, avec la carte de poussière, Planck a dit, mais en fait, il y a beaucoup plus de poussière qu'on ne pensait dans la galaxie. Et en fait, si vous enlevez l'influence sur vos détections, si vous enlevez la pollution qui vient par la poussière, et ben vous apercevez qu'en fait, vous faites disparaître le signal que vous avez observé. Donc en fait, ce que vous observez, c'était la poussière de la galaxie, ce n'était pas l'onde gravitationnelle. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail exactement, c'est une technique de détection d'ondes gravitationnelles, c'est des types d'ondes gravitationnelles et des techniques de détection qui sont extrêmement différentes de celles de LIGO. Mais voilà, du coup, ça avait quand même un intérêt important. Voilà, et enfin, je voulais finir aussi, la détection de toutes les directions de polarisation de Planck a aussi permis de détecter en fait comment ces grains de poussière en fait s'orientent dans la galaxie. Et en fait, du coup, ça nous a permis aussi de découvrir du coup le champ magnétique, parce que sur les grandes distances, en fait, c'est le champ magnétique qui va avoir tendance à orienter les grains de poussière d'une certaine façon. Et Planck a publié une grande carte de ce champ magnétique de la galaxie issue de la polarisation, qui est selon moi une des plus belles images de l'astrophysique moderne. Je vous conseille de la regarder. Donc, vous tapez Planck et polarisation dans un moteur de recherche et ça vous va donner une sorte de Van Gogh de la galaxie avec donc toute la poussière qui est orientée selon différentes orientations dans la galaxie. Voilà. Voilà. Et je voulais conclure aussi du coup sur cette troisième application qui en est encore à ses tout début. C'est que certains chercheurs du coup se sont aperçus qu'à même à très très grande distance en fait, on pouvait détecter la façon dont une forêt de la végétation pouvait polariser la lumière par rapport à une surface d'eau ou un terrain de football ou terrain de football, non, c'est de la végétation aussi, mais oui, c'est ça, c'est dans l'étude, je crois qu'il le faisait avec un terrain de football du coup, et avec aussi de la forêt un peu plus loin. Et donc il disait effectivement on a une différence dans la polarisation qui est assez marquée, voilà. Et du coup en fait il disait que c'était potentiellement une application pour la détection de vie en fait sur des exoplanètes. Donc on en est encore très 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 loin de ça, mais en gros en disant effectivement à partir du moment où on a un reflet de la lumière d'une étoile sur une forêt, on pourrait potentiellement à partir de la polarisation voir des différences de réflexion et du coup de pouvoir potentiellement en déduire la présence de vie végétale en fait sur une exoplanète. Voilà. Bon, c'est extrêmement très 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 loin parce que c'est des signaux qui sont déjà avoir un signal direct d'une exoplanète de type terrestre, on en est encore à plusieurs dizaines d'années. Du coup, en plus détecter de la polarisation là-dessus, c'est encore beaucoup plus faible. Mais voilà, du coup, c'est d'autres choses qui sont étudiées. Et Vénus, tu nous en parles ? Et non. Je regarde vos images, vous êtes lâchés là. C'est joli. Il y a des belles vagues. Et des beaux rubans de GRS. Ouais. Ça marche. J'ai l'impression que ça marche bien le ruban de GRS. Hein. J'ai l'impression que tu as raison. Voilà, du coup j'ai terminé plus ou moins. Donc, Ouais, c'était vachement intéressant. Moi j'ai appris plein de choses. Cool. Ouais. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises parce qu'il y avait des choses où j'étais pas trop sûr. Mais non. Je vous encourage à me les faire remarquer si j'ai dit des bêtises. Et il y a Brusicor qui avait... Brusicor avait une question dans la chatroom, mais peut-être que tu connaîtras pas la réponse. Oui. C'est pourquoi est-ce que les solutions sucrées, elles sont polarisantes ? Je ne connais pas la réponse. Très bien. Il voulait que tu parles de chimie, mais ce sera donc une question pour les poditeurs. Vous avez jusqu'au prochain épisode. Ouais. Pour... C'est pas un quiz, mais presque. Du coup, on va parler du quiz. Eléa, tu veux nous le parler ? Oui, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, donc on a une petite tradition à Podcast Science, c'est que on propose un quiz et on vous propose de répondre à ce quiz en nous envoyant une réponse, votre réponse, sur podcastscience@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Et le quiz du moment est le suivant. On peut prendre un coup de soleil derrière une vitre, info ou intox.
Peut-être que le dossier d'aujourd'hui vous inspirera pour vous donner des éléments de réponse. Voilà, on attend vos réponses les plus loufoques comme les plus sérieuses. Et on donnera la réponse dans le prochain épisode roue libre que l'on fera au cours de cette saison. Voilà. Ouais, on veut des photos de coups de soleil d'ailleurs. Toutes les gens cramés. Peut-être ça dépend si on envoie de la lumière polarisée ou non à travers la vitre. Nous t'écoutons, Johan, pour la citation. Donc, cette citation qui est de Jean Giono, N-monde et autres caractères, voilà, et qui est quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. Ah, je vois pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, c'est ce qui nous paraît évident, qui est pas évident du tout, peut-être. Je pense que oui, c'est ça, c'est ce qui a l'air d'être évident où se cachent les plus grands mystères. Bref, nous arrivons à la fin de cette émission fort brillante. Donc, nous nous retrouvons pour le prochain épisode. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.